Donald Trump change son fusil d'épaule. Faute d'accord de paix et de succès militaire en Iran, le président américain déploie un nouvel arsenal financier cette fois, en déclarant la guerre économique au régime des mollahs. Ce sera un D-Day économique. Contrebande de pétrole, transfert de liquidités, bureau de change, registre maritime, société écran. Tout cela doit cesser immédiatement. Pour isoler l'Iran, la Maison-Blanche n'hésite pas à menacer les pays qui continueraient à commercer avec Téhéran. Notre objectif est de couper toutes les ressources économiques qui maintiennent ce régime tyrannique. Et les États qui facilitent toute interaction avec le régime devraient rapidement tenir compte de notre message. La Chine, qui compte parmi les principaux partenaires économiques de Téhéran, a vertement répliqué. La coopération entre la Chine et l'Iran s'est toujours déroulée dans le respect du droit international et ne doit pas faire l'objet d'aucune ingérence ni perturbation. La guerre économique et les pressions extrêmes ne font qu'exacerber le conflit. L'Iran, lui, dénonce le terrorisme économique de Washington. Le pays fait l'objet de sanctions quasi continues depuis la révolution islamique de 1979. Mais ces derniers mois, le quotidien est devenu encore plus difficile pour les Iraniens. La situation économique de la population s'est détériorée par rapport à avant et les mesures du gouvernement contre l'inflation ont eu peu d'effet. Que cela nous plaise ou non, la guerre a un effet négatif sur tout. Mais nous y sommes habitués et chacun essaie de s'adapter. Alors Donald Trump, englué depuis 6 mois en Iran, a-t-il enfin trouvé la bonne solution? Les partenaires commerciaux de Téhéran se soumettront-ils au diktat de Washington? Les sanctions économiques peuvent-elles être plus efficaces que la guerre? On va voir ce qu'en disent nos 3 invités. Agnès Levallois, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste du Proche-Orient, présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Selon vous, la voie militaire reste la plus efficace pour faire tomber le régime des mollahs. Les sanctions économiques affaiblissent surtout la population, le train de vie des civils. Donald Trump souhaite qu'elle se soulève, cette population, mais la répression mise en place par le régime limite cette possibilité. À côté de vous, Georges Malbruno, bonsoir. Bonsoir. Grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Selon vous, l'Iran s'est habitué depuis plus de 40 ans aux sanctions économiques et a développé une sorte d'économie de résistance. Et d'une manière générale, les sanctions s'avèrent toujours politiquement inefficaces et humainement cruelles. Et à côté de vous, Guillaume Lagan, bonsoir. Enseignant à Sciences Po, Paris, spécialiste des questions de défense, vous considérez que Donald Trump a décidé de lancer non plus des sanctions, mais un blocus, un véritable blocus économique. C'est un moyen pour lui de s'inscrire dans l'histoire, selon vous. Et en attendant, ça donne l'impression qu'il agit. Et on démarre avec le chiffre du jour, Benjamin. Oui, dans leur stratégie de blocus ou de boycott, au choix, les États-Unis ont donc décidé de sanctionner une 60aine d'entités et de personnes physiques à travers le monde accusées d'aider ou de travailler ou de commercer avec l'Iran. Washington prend ainsi pour cible 5 secteurs majeurs qui constituent des revenus essentiels pour le régime iranien, les crypto-monnaies, les technologies, l'or, l'aviation et le transport maritime. C'est donc massif. Guillaume Lagan, très concrètement, ça veut dire quoi une entreprise qui est sanctionnée, qui commerce encore avec l'Iran? Qu'est-ce qui va se passer? Elle sera exclue du système bancaire mondial? Concrètement, la raison pour laquelle les États-Unis ont beaucoup utilisé leurs sanctions sur les dernières décennies, c'est que, en fait, ils maîtrisent le dollar et l'usage du dollar. Et donc, à partir du moment où vous êtes sanctionné par les États-Unis, vous ne pouvez plus accéder au marché américain et, de manière générale, vous ne pouvez plus accéder au marché mondial du dollar, ce qui fait que ça réduit fortement, si vous voulez, vos capacités de commerce, d'exportation. Donc, il y a beaucoup de pays ou beaucoup d'entreprises qui préfèrent mettre fin à des relations commerciales qu'ils ont avec telle entité ou tel État frappé par les États-Unis parce qu'ils ne veulent pas se priver du marché américain. Agnès Levallois, pourquoi ces sanctions maintenant? C'est parce qu'il fait une guerre commerciale, Donald Trump, parce qu'il n'a plus les moyens d'une guerre militaire? On voit bien que la guerre militaire n'a rien donné, puisque le régime est toujours là, même si le régime est très affaibli, même si un certain nombre de responsables de la République islamique ont été assassinés, éliminés dans les frappes qui ont été menées par les Américains et les Israéliens, le régime est toujours là. Et Donald Trump a besoin de montrer qu'il agit, qu'il est toujours aux manettes, alors qu'il a beaucoup moins aujourd'hui de crédibilité lorsqu'il parle des conséquences et des résultats de cette opération qui a été menée, qui devait être une promenade, souvenez-vous les termes qui avaient été
été utilisé par Trump au début lorsqu'il a lancé cette offensive. Ça devait durer quelques jours et tout était réglé. Or, plusieurs mois après, ça n'est pas réglé. Les conséquences économiques continuent à être absolument considérables. Et donc là, il tente de reprendre la main en faisant ces annonces et en disant, vous voyez, on va maintenant y arriver. D'ailleurs, il a des déclarations, là encore, complètement dingues, passez-moi cette expression, en disant qu'on va anéantir l'Iran. Enfin, il reprend toute cette rhétorique. Et donc, c'est toujours cette même façon de faire de Trump qui consiste à dire « je suis là, je suis aux manettes, j'ai raison et j'adopte la bonne stratégie », alors que le résultat n'est pas du tout à la hauteur de ces annonces. Jean-Mal Bruno, en même temps, il y a eu un mémorandum qui a été signé début juin, c'était même à Versailles que ça a été fait par le président Trump, ça a été mis en scène. Qu'est-ce qui s'est passé là, à ce moment-là? Il pensait avoir gain de cause, le président Trump. Il n'a pas eu ce qu'il voulait, notamment sur le détroit d'Ormuz? Oui, et puis si on lit le mémorandum, l'accord de principe, il est quand même très favorable à l'Iran. Mais je crois justement que l'objectif de Donald Trump, qui sait très bien que ces sanctions ne vont pas permettre ni de faire tomber le régime, ni probablement d'amener un changement de comportement du régime. Mais ce que souhaite Donald Trump à travers ça, et aussi ses alliés saoudiens, omanais, qatariens, pakistanais et turcs qui sont à la manœuvre dans la diplomatie, c'est justement faire revenir l'Iran dans ce cadre de cet accord de principe pour donner la primauté à la diplomatie. Parce que personne ne se fait d'illusions, notamment chez les voisins du Golfe. Là, Trump a abandonné la guerre et maintenant mise sur cette guerre économique. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, vous savez, ça fait 40 ans que l'Iran a mis au point... Sous sanctions. Et donc, sous sanctions. Le régime théocratique. Et moi, ça fait 29 ans que j'y vais. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes dans un pays sous sanctions. Parce que l'Iran a développé une stratégie alternative de contournement via les Émirats arabes unis, via un certain nombre de sociétés écrans qui jusqu'à présent, jusqu'à peu, avaient pignon sur rue à Dubaï et ailleurs. Donc, si vous voulez, l'Iran n'est pas étranglé. Il y a la Chine aussi qui lui apportait un ballon d'oxygène. Et donc, comme ça a été dit en préambule, les sanctions sont, comme le disait très bien Hubert Védrine lorsque les États-Unis appliquaient un implacable embargo sur l'Irak, vous vous en souvenez, dans les années 90, elles sont politiquement inefficaces et humainement cruelles, parce que c'est le peuple qui va en payer les conséquences. Vous n'aviez pas l'air tout à fait d'accord avec votre voisin à propos d'un pays résilient. Je suis d'accord avec Jean-Mal Bruno, mais non, je voulais juste simplement rappeler que les sanctions économiques avaient quand même pesé sur l'économie iranienne, y compris sur le long terme. Vous savez, quand on regarde par exemple l'évolution du PIB de l'Iran depuis 1979, c'est intéressant. En 1979, l'Iran depuis la chute du Shah, donc depuis la révolution islamique. À cette époque, l'Iran avait un PIB équivalent à celui de la Turquie, avec laquelle elle partage à peu près la même population. L'Iran est un peu plus importante. Aujourd'hui, le PIB turc est 4 fois supérieur à celui de l'Iran, alors que je rappelle que la Turquie n'a pas les richesses pétrolières et gazières de l'Iran. Et l'inflation est à 88% aujourd'hui. On ne peut pas dire que les sanctions n'ont pas eu d'effet. En réalité, il faut aussi reconnaître qu'à côté des sanctions, la mauvaise organisation de l'économie iranienne a pesé dans ce mauvais résultat. Mais ça pèse quand même sur la population, même si évidemment le régime, c'est-à-dire les membres du gouvernement, les cardinals de la Révolution, sont parvenus à, éviter un certain nombre de sanctions, et eux, personnellement, vivent plutôt bien. Pas sur le comportement du régime. C'est ça le vraiment, parce qu'apparemment, il y a des fractures qui sont en train d'apparaître au sein des dirigeants, entre le président iranien qui, lui, voudrait peut-être négocier, et les faucons qui, eux, ne veulent rien lâcher. Je ne suis pas sûre que ce soit l'économie qui joue dans cette question. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des tensions au sein du régime sur la façon de se comporter. Certains voudraient que l'Iran ait une politique offensive, quand d'autres sont plutôt dans une position de retenue en se disant il faut qu'on trouve une solution. Certains sont plus sensibles à quand même l'exaspération de la population, parce que la population s'est adaptée à ces sanctions depuis des années, mais là ça atteint des proportions quand même qui sont considérable. Et donc, il y a une exaspération de la population. Donc, certains au sein de ce régime considèrent qu'il faut quand même écouter cette exaspération, cette colère qui va monter. Pour l'instant, la population iranienne reste derrière le régime, mais aussi contrainte. Et réprimée. Il y a une répression. Il y a une répression féroce. Féroce. Et certains au sein de ce régime se disent on va continuer à avoir une attitude extrêmement dure, de dire qu'on est les plus forts, on va gagner, même si on sait très bien que c'est de la rhétorique. Parce que ce régime, au fond,
toutes tendances confondues, est quand même sérieusement affaibli, non seulement par les 40 ans de sanctions, mais par la dernière guerre qui a quand même touché des points névralgiques de ce système. Ouais. Donc aujourd'hui, quelle est la marge de manœuvre de ce régime? Toute la question est là, et je crois que personne n'est capable aujourd'hui de dire quelle tendance va l'emporter, et est-ce que ce régime va continuer à se maintenir, ou effectivement, avec ces sanctions qui continuent, il y a un moment où le régime va s'affaiblir et va éventuellement s'écrouler. Une hypothèse. Très rapidement, moi je pense au contraire que les sanctions peuvent avoir un effet sur la politique du régime. J'en veux pour preuve d'abord qu'en 2015, vous vous rappelez, il y a eu ce fameux accord de Vienne qui a été signé entre l'Iran et les Occidentaux. Bon, cet accord, il était intervenu après que l'administration Obama, à l'époque, ait pour la première fois sanctionné le pétrole iranien. C'est-à-dire que pour la première fois, elle avait demandé à ce que les alliés des États-Unis n'achètent plus le pétrole iranien. Et ça a quand même eu un effet sur le point de vue des membres du régime sur le fait qu'il fallait quand même négocier. Et là, je dirais qu'on est passé à la vitesse supérieure, puisque non seulement il y a des sanctions, mais ça c'est vrai qu'on en a déjà vu, des sanctions sur le commerce en général, l'utilisation du dollar, etc. Mais là, ce qui est assez frappant, c'est que l'armée américaine, la marine américaine, s'est quand même déployée dans le Golfe Persique. Et aujourd'hui, si on en croit en tout cas les chiffres Kepler, vous savez, de cet organisme qui regarde ce qui sort et ce qui rentre dans le Golfe Persique, il semblerait qu'aujourd'hui, l'Iran ait très très nettement réduit les exportations, tout simplement parce que ces tankers ne peuvent plus passer. Mais peut-être en passant par le nord, par le Tadjikistan. Il y en aura forcément. Mais si vous voulez, vous ne pouvez pas compenser avec quelques citernes transportées sur la voie terrestre les tankers qui sont interceptés par les Américains. Et ça, je pense qu'à terme, l'Iran, à mon avis, ne peut pas pas l'ignorer. Et c'est l'objectif de Trump, c'est de forcer les Iraniens via Mohammed bin Salman, via le Oman, via le Qatar, qui discutent quasi quotidiennement avec eux, leur dire voilà. Il faut revenir au MOU, qui est favorable d'ailleurs à l'Iran. Mais est-ce qu'en même temps, il n'y a pas des pays comme la Chine qui continuent de commercer avec l'Iran, la Russie est-ce que cela, ça n'affaiblit pas le régime? Il y a toujours des soutiens, des leviers économiques possibles pour l'Iran. Oui, mais ils sont moins importants quand même, parce qu'aujourd'hui, on sait par exemple que l'Iran n'exporte plus autant de pétrole, même à destination de la Chine et de la Russie, qu'il ne l'a fait à une époque. Donc il y a quand même un affaiblissement du pays, et on rajoute à cela le fait qu'aujourd'hui, l'Iran exporte quand même beaucoup moins. Donc il y a moins de ressources qui rentrent dans les caisses de l'État iranien, avec toutes les conséquences quand même que ça implique. Donc ces sanctions économiques, évidemment qu'elles affaiblissent le système. Pour moi, c'est absolument indéniable. Est-ce que ça le fera tomber pour autant? C'est là où moi je suis beaucoup plus sceptique sur cette hypothèse. Guillaume Lagarde, il y a des sanctions secondaires qui ont été annoncées également. Vous pouvez nous expliquer? Je voulais juste montrer à l'écran, parce que c'est quand même intéressant. On voit les 3 partenaires commerciaux de l'Iran. Et là, vous avez les Émirats arabes unis qui, cette semaine, ont annoncé qu'ils coupaient leurs relations commerciales avec le pays. Donc, est-ce qu'on peut les croire? Le partenaire qui vous dit non, c'est quand même... pardon, mais la Chine n'a pas l'intention de le faire. La Chine n'a pas l'intention de le faire. Pourquoi? Comment peut-elle éviter les fameuses sanctions secondaires? La Chine n'a pas envie de faire plaisir à Donald Trump. Et je ne suis pas certain qu'il y ait un nombre considérable de pays qui aient envie de faire plaisir à Donald Trump. Les Émirats arabes unis, c'est intéressant, parce que les Émirats arabes unis ont été le pays le plus touché par les drones et les missiles iraniens. Après la signature du mémorandum de mi-juin, ils ont rouvert l'hôpital iranien à Dubaï, rouvert les écoles iraniennes, et ils ont recommencé de faire du business, parce que c'est la porte de sortie de l'Iran. Dubaï vit grâce à l'Iran. Et donc, là, il y a eu effectivement une crispation, parce qu'il y a eu deux missiles qui ont visé les Émirats. Mais vous savez, je crois qu'il y a un principe de réalité. Mais c'est là, encore une fois, je pense que ces sanctions, ce blocus économique dont on parle, est-ce qu'ils vont faire changer le comportement du régime ? Peut-être à un moment donné, effectivement, parce qu'il y a quand même, l'économie est en lambeaux, il y a une reprise en main de la population, donc il y a quand même un certain nombre de gens qui sont réalistes au sein du pouvoir iranien, et donc je crois que c'est ce que mise Donald Trump et d'autres. Ils disent voilà, il faut revenir à cet accord de principe, et surtout qu'il est plutôt favorable à l'Iran, puisque Hormuz reste entre leurs mains, les États-Unis doivent débloquer un certain nombre de milliards. Donc voilà, je pense que c'est ça qui se joue actuellement. À ce stade, Téhéran affirme pouvoir continuer à se défendre et contourner ce blocus, sa fameuse économie dite de résistance. Écoutez le ministre iranien des Affaires économiques et des Finances. Le gouvernement iranien a un plan sur 2 ans et est pleinement préparé. Elle a toujours été à ces événements.
Naturellement, ils veulent nous infliger un terrorisme économique. Et nous disposons aussi de nos propres moyens. Nous savons comment jouer à ce jeu. Cette fois, ils ne doivent pas croire que nous nous contenterons d'une posture défensive. Ils doivent s'attendre à ce que nous passions à l'offensive. C'est quoi pour passer à l'offensive? Ça peut être, c'est ce qu'ils disent, viser des intérêts économiques américains dans le Golfe, à Dubaï et ailleurs. Mais je crois que cette économie de la résistance, c'est important parce que Ali Khamenei, l'ancien guide, depuis des années, dit OK, on est sous sanction, donc ça veut dire qu'il faut que nous produisons nous-mêmes. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire, à autonomiser tout leur processus de production. C'est pour ça que ils ont produit des drones depuis fort longtemps. Les drones ils ont produit. Pardon, mais sur l'agroalimentaire, ils ont réussi à être autonomes. Ils ont réussi en grande partie à être autonomes. Et donc ceux-là, ils se sont adaptés. C'est la raison Guillaume pour laquelle Lagan et Agnès Levallois ne fonctionnent pas très bien. Compléter. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'ils sont parvenus, comme d'ailleurs souvent les pays sanctionnés, à contourner les sanctions ou à développer leur production autonome. Ça peut relancer effectivement l'économie nationale. Maintenant, je crois que l'Iran est quand même confronté à une situation qu'elle n'a, à ma connaissance, jamais connue, c'est-à-dire que les États-Unis bloquant les exportations iraniennes, ça c'est quelque chose que l'Iran n'a jamais expérimenté. Et sur une économie qui exporte principalement du pétrole, c'est quand même un problème de fond. Et par ailleurs, je voudrais relever, on l'a dit tout à l'heure, que effectivement, sur le papier, l'accord était assez favorable à l'Iran. Or, le paradoxe, c'est que ce sont les Iraniens eux-mêmes qui ont repris l'offensive et, d'une certaine manière, mis fin à la séquence diplomatique. Pour moi, je crois que c'est quand même un signe révélateur des dissensions au sein du régime. C'est-à-dire que même cet accord apparemment favorable ne satisfaisait pas l'aile la plus radicale. Alors, on a entendu le ministre de l'économie évoquer un terrorisme économique et vous allez nous expliquer, Anna, comment il y a d'autres menaces, des menaces physiques qui sont agitées par la théocratie iranienne. La tête du plus jeune fils de Donald et Melania Trump, Barron, a été mise à prix par l'Iran avec à la clé une récompense de 10 millions de dollars. Une vidéo glaçante de 3 minutes, on va le voir, intitulée « Où et comment tuer Barron Trump », générée par intelligence artificielle, a été diffusée à la télévision iranienne. Elle précise les habitudes et les lieux de vie du jeune homme, son quartier, son université, ses amis proches, et affirme connaître tout le dispositif de surveillance des services secrets qui l'entourent. Une vidéo similaire qui visait cette fois l'épouse du président, Where to Kill Melania, comment où tuer Melania, avait déjà été publiée par le régime iranien et c'était à la fin du mois de juillet. Et puis le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré lundi que l'Iran avait aussi essayé de tuer l'un de ses 2 fils, sans préciser lequel, une tentative d'assassinat déjouée par les services de renseignement israéliens qui ont interdit depuis des mois aux médias du pays d'en parler. Agnès Levallois, menacer les enfants de ces 2 dirigeants, c'est semble-t-il une première. Est-ce que ça peut avoir un impact concret sur le conflit, selon vous ? Écoutez, on est dans une séquence de toute façon qui est terrible. Chacun utilise les armes qu'il entend utiliser pour montrer qu'il est fort et qu'il a encore des moyens de pression. Et donc là, on voit l'Iran qui est quand même acculé, je crois, avec tout ce qu'on a dit quand même depuis le début. C'est que c'est quand même aujourd'hui un régime qui se rend compte qu'il a beau dire qu'il va très bien, ça va pas très bien. Et donc là, c'est un moyen, c'est une guerre des nerfs. Hein. C'est typiquement une guerre de communication, une guerre des nerfs pour montrer qu'ils ont encore des ressources, des capacités de nuisance et de nuisance non seulement militaire comme on les a vus précédemment, mais pour toucher des personnes et essayant par là de provoquer une réaction. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour aller vers une négociation ? Je n'en suis pas sûre, bien évidemment. Mais on voit bien que là, je pense qu'on est dans une séquence où la partie la plus dure du régime essaye de montrer que c'est vraiment elle qui a les cartes en main, alors que je ne suis pas sûre qu'elle les ait complètement. Mais je pense que c'est un moyen pour cette tendance de dire que c'est elle qui va imposer le tempo et c'est elle qui dira aussi à quel moment reprendre les négociations avec Trump, avec l'idée d'affaiblir les Américains et de montrer justement, dans la séquence qu'on a vue auparavant, cet accord était favorable aux Américains. Les Iraniens, à mon avis, là, se sont laissés un peu emporter en ayant remporté ce succès et se rentrent dans une nouvelle phase. Et on ne peut pas exclure que l'idée quand même ce soit de revenir à la négociation, mais plutôt en position de force, et donc en disant on est capable de toucher bien le fils ou la femme du président américain. Affaiblissement, mais en même temps dans l'histoire contemporaine, Guillaume Lagan, les sanctions économiques sont-elles déjà parvenues à abattre un régime? Quand on voit que Cuba tient toujours, on s'interroge, non ? Oui, globalement, les sanctions économiques ne sont pas l'arme la plus efficace pour renverser le régime. Les sanctions contre la Russie, puis l'agression d'Ukraine. Alors, il y a quand même quelques exemples de sanctions qui ont fini par marcher dans la période de la décolonisation. Vous savez, vous aviez des pays
qui ont été sanctionnés par la communauté internationale parce que la minorité blanche n'avait pas quitté le pouvoir. Par exemple, la Rhodésie du Sud, et puis l'Afrique du Sud aussi. Il y avait des relais politiques aussi. Oui, comme Mandela. Alors voilà, il y avait un relais politique, mais surtout il y avait un consensus très large de la population, de la communauté internationale, ce qui fait que ces pays étaient quand même très isolés. Donc dans ces cas particuliers, ils ont fini par céder pour revenir en quelque sorte dans le giron commun. En revanche, vous avez raison, Cuba n'a pas cédé, la Russie n'a pas cédé. Pourquoi ? Parce que chaque fois, les sanctions ne sont pas universelles. C'est-à-dire que l'État sanctionné trouve un ou plusieurs alliés pour lui éviter la difficulté. Donc Cuba, c'était le bloc soviétique. Aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais un des États les plus sanctionnés, la Corée du Nord. Aujourd'hui, la Corée du Nord, elle arrive à s'en sortir parce que son grand voisin, la Chine, en réalité, n'applique pas les sanctions. Donc, je suis d'accord, et d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, l'Iran, elle peut toujours compter sur la Russie, elle peut toujours compter sur la Chine, mais moi, je pense qu'il va y avoir quand même, y compris à Pékin, un calcul rationnel. Est-ce qu'une guerre commerciale nouvelle avec les États-Unis, qui est quand même le principal partenaire commercial de la Chine, est justifiée par la défense d'un régime iranien qui, certes, est sympathique pour Pékin, certes, lui apporte un peu de pétrole, mais ne représente que moins de 1% du commerce chinois. Les Chinois, ils ont besoin aussi d'avoir de la croissance, ils ont besoin d'avoir de la stabilité. Donc je pense qu'il va y avoir un calcul un peu rationnel à Pékin. Georges Malbruno, qu'est-ce qui ferait que Trump lèverait les sanctions envers l'Iran ? Que le régime se soumette totalement ? C'est un accord sur Hormuz, c'est un accord sur... mais simplement, la barre a été mise très haut par l'Iran. Et c'est bien la raison pour laquelle les durs, qui sont les gardiens de la révolution, qui durcissent la situation autour de Mojtaba, sentant effectivement avec un peu d'hubris qu'ils ont réussi jusqu'à maintenant à résister, veulent imposer un accord final qui leur sera très favorable et qui créera une nouvelle architecture de sécurité, en particulier le long du détroit d'Hormuz, avec Oman et en particulier, et avec une présence militaire américaine. Là, justement, il y a eu une signature d'accord entre Oman et l'Iran pour se partager d'éventuels revenus du détroit d'Hormuz. Ils sont en train d'examiner, effectivement, mais il ne faut pas l'exclure, parce qu'il y a un certain nombre de pays, l'Arabie Saoudite, même les Émirats, même le Qatar, qui se disent, in fine, il se pourrait qu'on soit obligé d'en passer par là. Aussi, on l'oublie trop souvent, l'objectif final de l'Iran, c'est obtenir des garanties qu'il n'y aura pas une troisième guerre en l'espace d'un an, alors qu'ils étaient à chaque fois, les deux précédentes, en train de négocier. Ils veulent assurer leur survie grâce à ça. Je pense aussi que pour les pays du Golfe, ce qui se passe quand même est extrêmement important. Les pays du Golfe sont extrêmement affaiblis par toute cette séquence qui a été ouverte maintenant il y a plusieurs mois. Là, les Émirats en particulier ont besoin de commencer l'année, sur septembre, dans une situation qui permet que l'économie redémarre, que les expatriés rentrent après quand même toutes les tensions qu'il y a pu y avoir. Les investissements, absolument. Et donc, les Iraniens savent très bien que les pays du Golfe veulent que la situation redevienne à la normale. Et donc, ils essayent là aussi de jouer le plus loin possible pour avancer leur avantage, pour que les pays du Golfe disent aux États-Unis, bon, maintenant, vous allez trop loin, nous, on est allés très loin, maintenant, il faut qu'on trouve un accord. Et c'est vraiment la seule chose possible pour que ce Golfe redevienne une zone où les investisseurs pourraient à nouveau travailler. On n'y est pas encore, mais je pense qu'il y a cette idée de cette stratégie de la part des pays du Golfe, Arabie Saoudite et Émirats en particulier. Ou bien un changement du régime iranien. Eh ben voilà. Mais alors ça, à suivre. En tout cas, merci à tous les trois d'être venus nous expliquer et nous rendre un peu plus clair la situation, si tant est que ce soit possible.